Bonsoir à tous, madame, monsieur, et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette édition de l'information. Édition que nous ouvrons par les principaux titres. D'abord, ce déploiement de la commission Moussongué créée en janvier 2017 par décret présidentiel. La commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme a lancé ce mercredi une campagne de sensibilisation contre les discours haineux. L'objectif de cette opération vise à stopper la mauvaise spirale observée depuis la période post-électorale au Cameroun. Hors de nos frontières, ce sont 5 milliards d'histoires qui ont été découverts à travers 10 000 objets anciens dans une bande de Gaza, un trésor qui est désormais menacé par des trafiquants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour cette autre édition de l'information. Édition que nous ouvrons par cette campagne lancée par la commission Moussongué qui a été créée en janvier 2017 par décret du chef de l'État. Cette commission pour le multiculturalisme et le bilinguisme a lancé ce mercredi une campagne contre les discours haineux sur les réseaux sociaux et les médias conventionnels. L'objectif de cette opération vise surtout à stopper la mauvaise spirale observée depuis la période post-électorale au Cameroun. Plus de précisions dans ce reportage. Non au discours haineux, c'est le slogan de la campagne que lance ce mercredi la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme. L'institution créée en janvier 2017 par Paul Biya et que dirige l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongué, à travers cette opération, veut combattre le discours de la haine qui envahit les réseaux sociaux, la radio, la télévision et même la presse écrite, selon le quotidien Cameroun Tribune. Il s'agit donc de rappeler aux uns et aux autres que le Cameroun, en dépit de quelques 300 groupes ethniques qui y vivent, demeure une seule entité, un seul peuple, une unité qu'il convient de préserver. D'ailleurs, il s'agit là d'une des missions confiées à la commission Moussongué mise sur pied dans le cadre de la crise en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Une commission qui était par ailleurs chargée de veiller au respect d'un climat de paix, consolider l'unité nationale du pays, renforcer la volonté et la pratique du vivre ensemble entre les populations camerounaises. In fine, la mission de la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme est de stopper cette spirale observé sur les réseaux sociaux depuis la période post-électorale au Cameroun, avec une montée fulgurante des discours extrémistes dans les médias traditionnels et les nouveaux médias, des propos qui s'accompagnent très souvent de réflexes de repli identitaire. Par la prison de la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, Jean-Jacques Ekindi et le cardinal Christian Tumi appellent au fédéralisme. Lors d'une conférence de presse donnée hier, le coordonnateur du mouvement progressiste invite le gouvernement de la République du Cameroun à multiplier des actions sur le terrain pour rassurer les Camerounais en vue d'une sortie de crise. Les précisions de Frédéric Moutamé et d'Étienne Monté. Pour Jean-Jacques Ekindi, tout comme pour le cardinal Christian Tumi, les causes de la crise anglophone sont loin d'avoir été véritablement cernées. Tant que les causes ne sont pas attaquées, tout va continuer pour des années. Nous avons dévié de la décision de 1961, le Federal Government. Nos problèmes ont commencé en 1972, quand on a unilatéralement changé le nom du pays en République du Cameroun. Pour le coordinateur national du mouvement progressiste, face à la presse ce mardi, à la salle des fêtes d'Aqua, la crise dite anglophone déclenchée en octobre 2016, soit plus de 3 ans déjà sur le terrain, cause d'énormes dégâts, pertes et conséquences à l'économie du pays. Cette crise coûte très cher au gouvernement. Le nord-ouest et le sud-ouest sont des gens qui interviennent de manière forte dans la production du Cameroun. L'huile, le café, le cacao, le pétrole, le caoutchouc, tous ces biens viennent du sud-ouest et du nord-ouest. Quand il n'y a plus la possibilité de les vendre, nous sommes en ce moment en crise de liquidité au niveau des devises étrangères. Et si le sud-ouest qui produit beaucoup de produits d'exportation ne peut plus produire, c'est tout le Cameroun et tout le gouvernement qui est affecté. Des dépenses colossales effectuées qui ne sont pas prêtes de s'arrêter si aucune solution véritable n'est rapidement trouvée. Et à ce propos, le gouvernement de la République est interpellé à plus d'un titre par l'ensemble de la classe politique. Le gouvernement est obligé de trouver la solution à la crise.
c'est lui le gouvernement. Or, ça fait 3 ans que nous attendons. Et si vous n'avez pas de solution, prenez des initiatives. Que les gens voient que vous êtes en train de vous activer pour trouver la solution. Je crois qu'il en est conscient et qu'il a tout intérêt à accélérer les initiatives en vue de résoudre cette crise. D'ailleurs, Jean-Jacques Ekindi et le cardinal Christian Toumi, sur la même longueur d'onde, pensent que la solution viendrait de la réforme de l'État du Cameroun, avec la mise en route d'une fédération à 2 États. On ne voit pas comment un État fédéré du Sud-Ouest, dont les populations du Sud-Ouest ont élu le gouverneur et les instances, va se dire frustré. Il sera frustré par qui? Il y a de fortes chances qu'il ne lise pas un francophone qui va le frustrer. De la même manière, beaucoup d'éléments qui concernent, par exemple, la justice avec les avocats, il va de soi qu'avec les États fédérés, il y aura un South-West Bar Council, il y aura un North-West Bar Council. Donc les avocats, ils auront leur barreau dans leur État. Le gouvernement de la République est une fois de plus interpellé par les acteurs politiques pour la résolution de la crise anglophone qui semble-t-il être au cœur d'une impasse malgré la main tendue des pouvoirs publics pour un dialogue inclusif et national. Mission diplomatique ou représentation diplomatique, les ambassades jouent un rôle important dans le cadre de la promotion de la coopération bilatérale entre les États. Son inviolabilité, consacrée par les accords de Vienne, commande aux usagers des comportements exemplaires. Plus de précisions dans ce reportage. C'est le symbole de la vitalité d'une coopération entre les États. L'ambassade est la représentation diplomatique d'un État auprès d'un autre, selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'ambassade, n'est-ce pas, fait partie, n'est-ce pas, du pays, n'est-ce pas, qui occupe les lieux. C'est-à-dire, notre ambassade en France constitue une partie du territoire camerounais. Donc, ça veut dire que toute personne qui s'y trouve, n'est-ce pas, doit se conformer à la loi, de notre pays, parce que c'est une partie de notre territoire. Il faut noter qu'il y a une convention qui gère les relations, n'est-ce pas, diplomatiques partout dans le monde. Il s'agit, n'est-ce pas, de la convention de Vienne du 14 avril 1961, dans lequel certaines choses sont déterminées et comment les privilèges, n'est-ce pas, et les immunités, n'est-ce pas, des ambassades qui se trouvent dans des pays. C'est-à-dire que le monde s'est concerté pour tomber d'accord sur un certain nombre de façons à laquelle on doit gérer, n'est-ce pas, disposer, n'est-ce pas, les biens ou bien le territoire qu'occupent les ambassades. En plus de sa mission d'assistance et de coopération, l'ambassade par extension coordonne l'action humanitaire et culturelle de son pays à l'étranger. Dotée d'une section consulaire, les ambassades aux missions diplomatiques permettent aux expatriés d'effectuer un certain nombre de démarches administratives comme l'établissement des actes d'état civil ou la délivrance de passeports et de visas. L'inviolabilité des ambassades, garantie par l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, conférant des droits d'asile aux personnes dont la sécurité n'est pas garantie à l'extérieur. Mais c'est aussi et surtout au sein de ces missions diplomatiques que sont archivés des documents classés secrets et portant le nom de note verbale. Une mine d'informations sur les relations diplomatiques entre les États. Dès lors, on peut comprendre pourquoi le diplomate en chef a la lourde mission de préserver la quiétude des lieux. C'est dans ce sens qu'il convient de cantonner la réaction des diplomates camerounais à la suite des manifestations brouillantes de quelques activistes appelés Amazon hier à l'ambassade du Cameroun à Paris. Est-ce que, si vous estimez que quelque chose est mal fait au Cameroun, est-ce que vous devez continuer à mal faire à l'extérieur pour, n'est-ce pas, pour justifier ce qui est mal fait au Cameroun? Ça va changer quoi? Si vous estimez que les choses sont mal faites au Cameroun, il y a des voies et des moyens légaux. Il y a des façons de le faire. On dit souvent qu'on ne lave pas nos linges sales dehors. Tout est fait dans la maison. Des actes par ailleurs incongrus qui sont passibles de poursuites judiciaires selon les praticiens du droit. Le pénal camerounais punit les infractions, n'est-ce pas, commises par les Camerounais à l'extérieur du Cameroun. Cela veut dire que ces dames qui ont fait ce qu'ils ont fait là, si on peut bien les juger au Cameroun, on peut bien les poursuivre au Cameroun.
Et je suis heureux de constater qu'apparemment, il y a un processus qui est mené déjà en France. J'espère que l'ambassade va prendre ses responsabilités pour faire ce qu'il faut faire. En persistant donc dans l'agitation au prétexte de vouloir impulser un combat futile politique, les contrevenants doivent désormais savoir qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Nous parlons à présent de la deuxième phase des travaux sur la pénétrante est de la ville de Douala. Le ministre des Travaux publics remonte les bretelles à l'entreprise en charge de la réalisation de cette infrastructure, tout comme la mission de contrôle en visite hier à Douala. Dans ce chantier qui crée d'interminables bouchons sur la nationale numéro 3, Emmanuel Gagnou-Djoumessi a fustigé la qualité des travaux tout en prescrivant 2 voies de contournement pour éviter les embouteillages. Jean-Jamin Yetna et Ralou Ouattat nous ont dit davantage. Des usagers en provenance ou en partance pour la ville de Yaoundé, la capitale, devront emprunter l'une des voies de contournement plus ou moins aménagées qui passent par le lieu dit entrée Chefferine d'Okpassi et débouche sur le pont de la Dibamba, passant par la cité Chirac-Kolbon, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Une déviation qui présente pour l'heure quelques zones d'ombre le long du trajet, dont le ministre des Travaux publics a prescrit la réhabilitation dans un délai court pour faciliter le trafic des transporteurs. C'est pour cela que la première décision prise a été celle de ramener, de mettre à un bon niveau de service l'axe alternatif qui vient d'être identifié et qui fait 18 km. Nous allons très rapidement la réparer, traiter toutes les dégradations pour la rendre circulable. Ainsi, l'autorité administrative prendra la décision d'orienter un certain nombre de véhicules par là et l'entreprise qui devra recommencer les travaux prendra soin de travailler de manière alternée sur les voies. Je m'explique. Soit emprunter des voies de gauche pour travailler et laisser les véhicules emprunter les voies de droite. Et puis, après avoir fini avec les voies de gauche, renvoyer la circulation à la voie de droite et prendre la voie de gauche. Et de toutes les manières, techniquement, ça s'explique. Donc, la première mesure aura été l'identification d'une voie alternative dont le niveau de service va être amélioré pour permettre aux usagers de rejoindre la capitale politique Yaoundé ou à ceux de la capitale politique de rejoindre la capitale économique Douala. La deuxième voie de contournement, réservée exclusivement aux riverains, passe par les logements sociaux de Mbanga Bakoko, une route alternative jonchée de bourbiers qui empêche la fluidité de la circulation. Nous sommes tous des Camerounais, donc chacun a besoin de voir son pays devenir un grand pays. Mais si nous avançons comme ça, nous reculerons plutôt. J'ajoute que nous réalisons là un boulevard urbain futuriste, dont notablement complexe dans les travaux d'aménagement et qui appelle donc une bonne connaissance de la pratique, une bonne technologie. Tel ne me semble pas être le cas pour l'entreprise qui est là aujourd'hui, encore moins pour la mission de contrôle qui n'a pas sonné l'alerte. Sur cette situation d'engorgement de la pénétrante Est, sur la section du corridor sous-régional Douala-N'Djamena, certains automobilistes rencontrés saluent la décision de Joseph Bertrand Maché-Ndjongwet, préfet du département du Vouri, relative à l'interdiction de la circulation en journée d'une catégorie de véhicules. Par rapport à cette mesure, moi je pense que c'est une belle initiative parce que quand on observe la dernière fois qu'il y a eu des travaux sur le pont du Vouri, on a appliqué la même procédure et on a vu que le taux d'embouteillage était considérablement réduit. Bon, je pense que si on applique la même procédure ici, ça doit un peu décanter la situation. Et si cette mesure préfectorale a également été saluée à sa juste valeur par le patron des travaux publics, le ministre Emmanuel Gagnou-Djoumessi. Toutefois, cette situation fait des gorges chaudes
et crée actuellement un réel manque à gagner dans les rangs des camionneurs du corridor Douala-Bangui-N'Djamena, sans toutefois évoquer des bouchons interminables de long de ce futur boulevard urbain de la ville de Douala, comme pour dire que l'on ne saurait faire des omelettes sans casser des œufs. Dans le chapitre des faits de société, un corps sans vie non identifié a été découvert ce mercredi matin dans un champ de café à Melon, dans le département du Mongo, région du littoral. Les populations riveraines apeurées ont aussitôt alerté les éléments de la gendarmerie nationale qui, une fois sur les lieux, ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès. Précision Frédéric Moutamé, Château N-Vallon. On a trouvé un cadavre au champ. Dans le champ de Magny-Philomène. C'est dans cette plantation que la découverte macabre a été faite ce mercredi, aux premières heures de la matinée. Le corps sans vie d'un homme, la quarantaine sonnée, retrouvé gisant sur le sol par dame Odette Élise Zali, propriétaire de ce champ de café situé dans l'arrondissement de Melon. Le matin, papa, je devais aller mettre les deux orgues là-bas dans un panier que j'ai planté. Je vois quelqu'un, un tricot blanc. Mais le tricot blanc, c'est qui a le tricot blanc, qui a l'habit blanc là-bas à terre comme ça, maman. Où vient le tissu ici, là-bas. Je m'approche un peu à côté. Je dis, je dis, personne qui est couché, maman. J'ai dit que j'ai appelé tous les gens là en bas. Mes voisins sont venus me voir. Maman. Je ne le connais pas, moi, maman. Cri d'alarme, de cri de détresse qui a été lancé par les premiers qui ont rencontré la dépouille. Par la suite, nous avions accouru et on constate avec amertume qu'un monsieur, apparemment de la quarantaine, qui dépasse la quarantaine, est couché, déjà. La lettre donnée, les autres occupants du champ accourent et ne manquent pas d'informer les éléments de la brigade de gendarmerie de Melon qui immédiatement descendent sur le lieu du drame en compagnie du médecin légiste. Ce matin, le propriétaire du champ s'est amené et puis a constaté que quelqu'un avait fait éruption dans sa plantation et était décédé. Non, pas de... Nous n'avions aucun signe de familiarité qui démontre qu'on pouvait connaître cette personne. Et comme vous le savez, avec le trouble de la crise anglophone, les gens sont partis de cette zone pour venir trouver refuge dans ce côté. Après de premières constatations, le corps de cet homme, jusqu'ici non identifié, est transporté puis déposé à la morgue de l'hôpital du district de Melon. Par ailleurs, une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie pour déterminer les circonstances réelles de cette mort, qui du reste n'est pas la première dans ces circonstances dans l'arrondissement de Melon. En culture, le Cameroun a amorcé l'inventaire général de son patrimoine culturel pour le compte de l'année 2019. L'extrême nord et le nord sont au cœur des travaux supervisés par le ministre de la Culture, le Dr Ismaël Bidonkwat, à Maroua. Les précisions d'Adrienne Obodem. Inscrit son patrimoine immatériel, savoir-faire traditionnel, danse, langue et matériel tangible, architecture, sites archéologiques et bien d'autres au patrimoine mondial. C'est le défi que veut relever le Cameroun. Le pays amorce pour le compte de l'année 2019 l'inventaire général de son patrimoine culturel. Le Nord et l'extrême Nord sont au centre des travaux de Maroua. Le ministre de la Culture, Pierre Ismaël Bidonkwat, supervise les échanges et revient sur le caractère incontournable de la culture dans le développement socio-économique de chaque peuple. L'histoire est donc un élément essentiel du patrimoine culturel, car elle permet à un peuple de montrer sa différence par rapport aux autres sociétés, de manifester sa façon propre de penser le monde et sa capacité de création culturelle. La deuxième importante raison est que le patrimoine peut être concrètement un instrument de développement économique et territorial grâce à la mise en valeur touristique. Le Nord et l'extrême Nord, en termes de patrimoine matériel et immatériel, sont une mine d'or pour le pays. Il s'agit
culturel dans un proche avenir. L'inventaire, effectivement, nous permet d'identifier ces biens-là. Mais il ne faut pas croire que c'est facile. C'est un processus long. Nous l'avons entamé pour un certain nombre de biens et nous espérons que dans les 2-3 ans qui viennent, le Cameroun va inscrire certainement un certain nombre de ces biens sur la liste du patrimoine mondial. Les assises de Marois visent à mettre à la disposition des enquêteurs les outils, mais surtout former ces derniers au sens de l'UNESCO pour de futures recherches. Il y a des concepts qu'il faut maîtriser. Protéger, ce n'est pas sauvegarder. Et également, dans les deux conventions, vous avez la convention de 72, on parle de biens, et la convention de 2003, on parle d'éléments. Et la méthode d'inscription d'un bien ou d'un élément n'est pas la même. Et donc, nous essayons de préparer les enquêteurs de telle sorte qu'ils ne fassent pas de confusion concernant les concepts et qu'ils puissent mener l'inventaire dans le sens de l'UNESCO. Nous avons l'impératif de valoriser notre culture. Et au préalable, il est donc important de passer par cette prise de conscience. Il est important justement de faire l'inventaire et les autres éléments, à savoir la protection, la valorisation, si vous voulez bien, la promotion. L'inventaire mené jusqu'ici par le ministère de la Culture a déjà permis de sillonner 7 régions sur les 10 que compte le pays. 675 éléments patrimoniaux inventoriés. Le processus demande cependant à être accéléré au vu des menaces qui pèsent sur la transmission de cette richesse aux générations futures, notamment certaines pratiques religieuses, le terrorisme et les feux de brousse qui détruisent au fil des ans les ressources culturelles du pays. Hors de nos frontières à présent, ce sont 5 milliards d'histoires et environ 10 000 objets anciens qui sont menacés de pillage dans la bande de Gaza depuis la prise de pouvoir de Hamas en 2007. Les précisions de nos confrères d'Euronews. Sous le sable, un trésor digne des collections les plus prestigieuses. Ces mosaïques datent du 5e siècle avant Jésus-Christ, les vestiges d'une église byzantine découverte il y a 23 ans. Avec le monastère de Saint-Hilarion, ce sont les témoins d'une partie de l'histoire immensément riche de la bande de Gaza. Ce site est important pour l'histoire de Gaza, parce qu'il est le reflet de la période chrétienne de Gaza. Mais il y a également d'autres sites qui sont le reflet de la période romaine, de la période grecque, de la période perse, de la période islamique, les périodes omeyyades, les périodes mamelouks. 5000 ans d'histoire que les équipes de l'ONG française Première Urgence Internationale s'efforcent d'épousseter, d'identifier, puis de préserver, grâce à une bourse de $2 millions du British Council. Vaste chantier, car à Gaza, des décennies de guerre et de tourmentes politiques ont ouvert un boulevard aux pilleurs et aux trafiquants. Walid n'est pas de cela. Ce Palestinien écume les plages et les chantiers à la recherche d'objets anciens. Dans ce musée, 39 ans de travail. J'ai acheté certaines de ces antiquités à des gens qui les collectent parce que ça me tient à cœur. Tout ce que vous voyez ici est le fruit d'efforts personnels. Parfois, j'ai même dû puiser dans l'argent que je réservais à mes enfants. Ces ruines font partie des 5 collections privées de la bande de Gaza. Près de 10 000 objets historiques appartiennent à des particuliers. Ils ont interdiction de les vendre. Mais depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007, les pillages sont courants et les autorités relativement impuissantes dans ce domaine. Le ministère du Tourisme prévoit de construire un grand musée national pour toutes ces pièces. Mais la situation économique, politique et le siège de Gaza nous en empêchent. Ce musée public a ouvert ses portes en 2010. À peine 400 pièces sont exposées ici. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le président russe Vladimir Poutine pour qu'il influe sur les séparatistes qui sévissent à l'est de son pays. Les précisions une fois de plus de nos confrères d'Euronews. Après la mort de 4 soldats ukrainiens ce mardi lors d'une attaque de séparatistes pro-russes, Volodymyr Zelensky en appelle à l'influence de Vladimir Poutine. Le président ukrainien a regretté cette nouvelle attaque qui vient gâcher une trêve débutée il y a à peine 2 semaines.
Lors d'un coup de fil au président russe ce mercredi, le second depuis son élection en avril, Zelensky a réaffirmé sa volonté de faire cesser l'escalade des combats rapidement. Nous devons rencontrer de toute urgence les dirigeants russes, français et allemands. Nous devons nous faire face, nous regarder dans les yeux et mettre un terme à cette guerre. Ce matin, j'ai eu une conversation téléphonique avec le président russe, Vladimir Poutine, à ce sujet. Je l'ai appelé de toute urgence. Cet incident ne nous rapproche pas de la paix. Je lui ai demandé d'influer sur les séparatistes pour qu'ils arrêtent de tuer notre peuple. Le président ukrainien a également soutenu que son armée allait poursuivre les opérations de déminage dans les zones en guerre, soulignant qu'il fallait, je cite, « accélérer la construction d'un point de passage entre les territoires séparatistes et ukrainiens ». Le Kremlin a, de son côté, réclamé que les échanges de prisonniers s'intensifient entre Kiev et Moscou. Autre condition de désescalade, la Russie exige l'arrêt des bombardements ukrainiens sur les localités du Donbass. Depuis le soulèvement populaire en 2014, quelques 13 000 personnes ont perdu la vie dans cette région rebelle à l'est de l'Ukraine. En sport à présent, Bertin Ebouele est désormais en poste. Le nouveau coach de Stade Renard de Meulan vient d'être présenté à l'ensemble de l'équipe par le président au cours d'une cérémonie qui a vu les présences de nos reporters Zobel Apollinaire Mban et Château N. Vallon. L'oiseau qui est parmi vous s'appelle M. Ebouele Bertin. C'est lui qui va désormais présider aux destinées du Stade Renard de Meulan. L'ex-patron du banc de touche de Coton Sport de Garoua vient de s'engager avec le club vainqueur de la Coupe du Cameroun la saison dernière. Il aura comme adjoint Beb Constantin et le coach Tienchou. Ils ont tous reçu la bénédiction des populations de la localité et du staff administratif. Leur premier challenge sera d'assurer une participation honorable au club à la Coupe de la CAF qui débute dans quelques jours. Et Bertin Ebouele est bien conscient du défi. Gagner une Coupe du Cameroun n'est pas nécessairement qu'on est au sommet de l'art, mais c'est quand même une consécration qui démontre le sérieux qui se passe dans cette équipe. Je crois qu'il faut continuer à apporter du solide pour que cette équipe aille beaucoup plus haut. Le nouveau patron du banc de touche va devoir compter sur son expérience pour imprimer sa marque. L'objectif et le projet du club passent devant. Donc je voudrais accompagner le président dans son projet d'avoir une grande équipe. Mon prédécesseur a déjà fait un pas et je crois qu'il faut continuer à améliorer les qualités de cette équipe, essayer d'assurer une équipe solide pour que le lendemain, que ce soit une équipe internationale qui essaie déjà de montrer ses premiers pas sur le plan international. Côté joueur, c'est la grande sérénité. L'euphorie des vainqueurs de la Coupe du Cameroun est passée et l'on se projette désormais vers de nouveaux défis. Pour représenter le Cameroun. Bon, sauf que ce n'est plus le stade de Meulan actuellement. C'est le stade Renard du Cameroun. Et nous pensons que si l'État fait son boulot, nous allons faire le nôtre pour valablement mieux représenter le Cameroun. Jusqu'à présent, ce n'est que des promesses, mais ça nous fait peur parce qu'avec le délai où nous jouons dimanche, nous pensons que nous n'allons pas aller à Kinshasa par voiture ou par mer. Alors, monsieur le maire, au-delà de cette présentation, le moment a également été celui d'une communion parfaite entre tous les maillons de la chaîne du club du département du Mungo. Toujours en sport, Confédération africaine de football, Fatma Samouri est désormais en poste. La secrétaire générale de la Fédération internationale de football, association appelée en renfort pour redresser durant les 6 prochains mois l'instance fêtière du football africain a pris ses quartiers au Caire en Égypte. Zobel Apollinaire Mban. Dès son arrivée au Caire,
Fatma Samoura a chaleureusement été accueillie par les directeurs administratifs et le personnel de l'instance future du football africain. La déléguée générale de la FIFA pour la CAF arrive à un moment où la Confédération africaine de football traverse une période difficile de son histoire. Entre la finale controversée de la Champions League, les allégations de corruption, l'interpellation récente de Ahmad Ahmad dans un hôtel à Paris, le patron du football africain voudrait avoir une idée plus claire sur la gestion de l'instance qu'il dirige. C'est donc à sa demande que la Fédération internationale de football association a fait venir l'ancienne diplomate des Nations Unies. Elle travaillera de concert avec le secrétariat général de la CAF pour apporter des améliorations indispensables à l'instance dirigeante du football africain. Elle a, entre autres missions, d'améliorer la gouvernance de la CAF, de démanteler les anciennes structures tout en apportant une touche de modernité dans la gestion du football en Afrique. Elle sera aidée dans sa lourde tâche par un groupe d'experts de la FIFA et par le président Ahmad Ahmad. La secrétaire générale de la FIFA restera à la CAF jusqu'au 31 janvier 2020 et va assurer le développement du football dans toute l'Afrique ainsi que l'organisation des compétitions. Les 6 mois dont elle bénéficie pourraient être renouvelés si et seulement si la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association se mettent d'accord. Avant de mettre un terme à cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux sujets qui ont constitué le sommaire. Créée en janvier 2017 par décret présidentiel, la Commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme a lancé ce mercredi une campagne de sensibilisation contre les discours haineux. L'objectif de cette opération vise à stopper la mauvaise spirale observée depuis la période post-électorale au Cameroun. Hors de nos frontières, ce sont 5 milliards d'histoires, près de 10 000 objets anciens qui sont menacés de pillage sur la bande de Gaza depuis la prise de pouvoir de Hamas en 2007. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir une fois de plus accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.